Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux ce soir pour accueillir le lauréat du prix 2021 du Goéland masqué qui récompense un premier roman noir ou policier. Et je vous le présente, c'est Benoît Wittkin qui nous vient directement de Moscou. Après je le dis à chaque fois ça, une réunion du jury avec des débats intenses mais chaleureux et courtois, comme d'habitude. Donc c'est le roman de Benoît, Donbass, qui s'est détaché très largement et donc voilà. Il a obtenu en 2021 le prix du Goéland masqué. Alors on va faire une petite cérémonie parce que... Si tu veux bien, Jean-Bernard. Alors oui, ça commence très mal. Et c'est pas rien hein, le prix de cette année. Je rappelle que les jurys, les membres du jury du Goéland masqué n'ont pas les yeux dans leur poche et qu'à quelques années c'était 2015. Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, qui pour son premier roman a eu le prix du Goéland masqué et pour son deuxième le Goncourt. Donc, ce qui est vrai. Et malheureusement pour son troisième roman, il paraît que c'est une merde. Alors on verra ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, le Goéland masqué qui est loin de tout. Ou évidemment, c'est pas un César, mais pas loin. Ce qu'on va lui remettre. Est un prix qui devient extrêmement repéré et couru. Ce qui ne fait pas des affaires des membres du jury qui sont obligés de se cogner tous les ans un nombre. Combien? Il y en a combien à peu près à chaque fois? Non, toi t'en as que 3 à lire. Il y en a non, 6. 3. J'arrive en dernier. Entre 10 et 12 romans en présélection. Donc, bon, s'il y en a ici, bon courage. Ils sont là, j'en vois plusieurs. Il y a plusieurs jurés qui sont là ce soir, donc donc on va lui remettre cette... Alors j'aimerais bien que tu lui remettes ce magnifique goéland masqué. Voilà. C'est pas rien, ça. En plus... En plus, en ces temps de Covid, le masque et tout ça, c'est très bien. Voilà mon cher ami, et puis bravo. Je rajoute qu'en tant qu'auteur moi-même, j'ai extrêmement de mal à féliciter des concurrents. Potentiel, avant qu'il me rattrape, il prend du temps, mais enfin, potentiel. Mais à chaque fois, c'est un petit pincement au cœur. Est-ce que, je t'interromps juste une minute, est-ce que Madame Guizien est venue? Elle m'avait promis qu'elle viendrait ce soir, je pense qu'elle a dû être retenue par ses obligations professionnelles. Madame Guizien, c'est la personne qui gère donc l'Intermarché de Pendré, et grâce à l'Intermarché de Pendré, la dotation du prix est assurée chaque année depuis... moi, je m'occupe du prix depuis 2015, et depuis 2015, Madame Guizien nous donne tous les ans la dotation du prix. Donc c'est peanuts, mais c'est joli quand même, et c'est la dotation et c'est la récompense. Voilà. Et je vais laisser maintenant la parole à Jean-Bernard Pouy, à Catherine Deduc, qui vont cuisiner. Laissez-moi dire un petit mot. Ah bah oui, Je suis moins à l'aise que Jean-Bernard pour parler et improviser, donc j'aurais dû d'ailleurs ne pas improviser et prendre des notes, mais j'avais 2-3 petites choses que je voulais dire, je ne serai pas long. D'abord, merci à tous infiniment. Je vais remonter le temps dans l'ordre antéchronologique. Corrige-moi si je dis une bêtise. Pour l'accueil, je corrige personne. D'accord. Pour l'accueil cet après-midi aujourd'hui, j'ai eu la chance de me balader chez vous et on y est sacrément bien. On y est sacrément bien reçu en plus. Et puis surtout là, alors j'ignorais que j'aurais un trophée aussi beau. Je savais en revanche pourquoi je venais et ça me fait une grande émotion parce que ça me replonge un livre. Là, tu as toi aussi
d'expérience, mais un livre a son moment de naissance qui est très fort, d'autant plus quand c'est le premier évidemment, et ensuite, alors c'est pas qu'il disparaît, mais il s'éloigne un petit peu de vous. Alors j'ose, puisque j'ai dit naissance, j'ose poursuivre la métaphore, un peu comme un enfant qui s'éloigne, et là, ce que vous m'offrez comme immense plaisir, c'est de revivre l'émotion très forte qui m'avait saisi quand ce livre était sorti, l'émotion aussi que j'avais ressentie quand vous m'aviez décerné ce prix en mon absence. Et je me rappelle d'ailleurs, je pense que le moment où vraiment j'avais compris ce que ça voulait dire et où je m'étais dit mais c'est assez dingue, c'est quand j'avais vu la photo des membres du jury posant avec mon livre. Et voir ça, alors je sais plus, 6, 10 personnes, alors sur la photo tout le monde n'était pas là, mais c'était à la fois intimidant et très fort, parce que je me dis mais comment est-ce que j'ai pu parler à tous ces gens-là? En plus ils ont l'air plus ou moins commodes, alors c'est un peu facile de jouer avec le cliché du breton dur, je le fais très prudemment, mais je me disais on peut pas leur en compter, s'il faut, pour que ça leur ait parlé, je pense qu'il faut qu'ils aient perçu de la sincérité, et évidemment que j'ai essayé de transmettre de la sincérité dans ce livre. Et puis l'autre fierté que j'avais, c'était d'arriver à toucher les membres de ce jury et derrière eux des lecteurs, avec tout simplement en racontant, pour citer le titre d'un très bon roman d'Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne, d'autres vies que la nôtre, des vies de gens qui sont assez loin de nous, et malgré tout auxquels on peut décider de s'intéresser, pour lesquels on peut être touché. Alors ça paraît évident dans le sens où c'est le sens premier de la littérature. Enfin, pas toujours, on peut très bien faire des choses magnifiques en littérature en parlant de soi et au contraire en poussant le lecteur à s'identifier, mais c'est à mon sens vraiment une des plus belles missions de la littérature, de faire vivre ce que vivent d'autres gens. Alors moi je fais du journalisme en plus, donc c'est aussi une des missions du journalisme évidemment, mais c'est pas un combat si simple et toujours gagné, et sans doute de moins en moins. De plus en plus, je le vois surtout avec cette casquette de journaliste, les gens s'intéressent, mais s'intéressent pas par empathie, mais de plus en plus pour comparer, relativiser. Alors je vais sur un terrain glissant, mais on va parler par exemple dans les pays que moi j'aime suivre, j'aime couvrir, de problèmes d'état de droit, de droits dont les citoyens sont privés. Et le réflexe de beaucoup va être de dire oui mais à tel endroit c'est pareil, chez nous c'est pareil, et en soi, la comparaison ne me choque pas, mais ce qui me gêne, ce qui m'attriste plus que ce qui me gêne, c'est que ça révèle en fait une sorte d'incapacité à se mettre à la place de l'autre de façon gratuite. On n'a pas forcément besoin d'en tirer une conclusion pour soi, on peut accepter un instant de penser à l'autre. Voilà, je suis parti très loin, mais je voulais vous remercier de ça aussi, j'étais fier d'avoir pu vous transmettre quelque chose et heureux que vous l'ayez reçu. Merci encore 1000 fois. Bon, et voilà, c'est terminé. C'est rare quand les jeunes auteurs... Bon, c'est rare quand les jeunes auteurs sont pas timides. Donc, alors, moi, il fallait que je présente un peu ce livre, parce qu'on a bataillé quand même pas mal au début, pour qu'il soit primé, et puis à la fin, c'était à l'unanimité. Alors, je vais vous lire, ça va aller vite. Ah. Je veux dire, le texte que j'avais écrit à l'époque pour le défendre, texte. Si, marche. C'est un texte bizarre, parce que j'ai vraiment l'impression de parler d'un auteur inconnu, ce qui est normal, mais un auteur inconnu qui parle d'une région qui était très très peu connue. Or, depuis qu'il est pris, cette région du monde est devenue extrêmement couverte, et surtout, alors, je vais voir quelque chose avec les... Si le polar est un genre qui est là pour inquiéter quand même, hein, parce que le polar parle toujours, le roman noir, de la douleur du monde. Là en ce moment, enfin, c'est bien tombé qu'on remette le prix aujourd'hui. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des nouveaux aujourd'hui, non. On verra. Bon. Donc
je lis simplement le texte. Alors, j'ai pas l'habitude de lire, moi j'improvise toujours, mais là, comme je suis extrêmement content de ce texte, parce qu'il avait retourné une flopée de gens qui n'avaient rien compris, je vais vous le... Alors, l'auteur est un journaliste reconnu et primé, le prix Albert Londres, c'est pas rien. Alors, cela se sent dans son roman triste, désabusé et fortement documenté, se déroulant dans un pays, une région connue depuis peu et inconnue pour la plupart des lecteurs de Thomas. Alors ça date. L'Ukraine, terre minière et théâtre d'une guerre absurde et sanglante entre l'État et des séparatistes appuyés par le grand voisin, la Russie. Résultat, c'est une découverte fouillée, due à la connaissance d'un spécialiste, que l'on découvre aussi désabusé que le peuple déchiré de cette région, que l'on a tendance à oublier peu à peu, tant elles se morfondent dans les replis de l'histoire. Alors, manque de bol, on ne va pas l'oublier au train des histoires qui s'y passent. Alors, même si son personnage principal est un colonel, officier de police, ce roman est arrangé plutôt, in fine, dans la catégorie des romans noirs, noirs comme le charbon, le sang maudit cette région, et sombre comme le des habitants de ce pays sans avenir potentiel. Car l'enquête du policier sur le meurtre d'un enfant ne constitue pas essentiellement le fil rouge du récit. C'est bizarre. Pas de procédure, vous m'entendez? Non. Alors. Je pense que vous faites des choses au micro. Non, mais il faisait des petits trucs comme ça aussi. Il y a Pas de procédure, pas de relation technique habituelle et complexe comme dans les romans policiers, juste un parcours hanté par des fausses pistes, des erreurs, des atermoiements d'une vengeance tardive, juste une avancée patiente dans la boue glacée du souvenir et la lourde tristesse des survivants. Il n'y a pas de révélation, pas de petite lumière venant éclairer le mystère, il n'y a qu'une imprégnation dans le malheur qui peu à peu frappe les acteurs de ce drame constant. Cela fait plutôt penser à un cousinage lointain d'un chanteur, un des pères du roman noir, même si l'humour et la distance ici manquent, tant l'absurde et la tristesse dominent. Excusez-moi, je fais comme vous, c'est ça? Alors tout paraît malade, pauvre, dépassé, pessimiste et vieux, comme d'ailleurs le héros, qui est au bord de la retraite, désabusé et hanté comme la plupart des personnages masculins par l'horreur de la guerre en Afghanistan. Ce qui provoque chez le lecteur français des réminiscences de la guerre d'Algérie, bien sûr, qui nous plombe toujours. La thématique tourne autour de la perte, celle d'une identité nationale pour les habitants, celle d'un enfant pour des parents traumatisés, dont le héros, celle d'un espoir pour un futur plus rayonnant, celle tout simplement d'un bonheur possible. Alors le ciel est bas, la température glaciale, comme ce soir à Pamar. Les routes désertes, comme ce soir à Pamar. Défoncées, l'alcool n'est que maladif, la corruption est générale, la mort rôde, aveugle, et il n'y a que le scepticisme pour guider les pas de ceux qui se considèrent ponctuellement comme des survivants en sursis. Seule l'amitié entre les êtres subsiste, malgré les erreurs de chacun d'entre eux. Même le dénouement, qui se veut un peu plus apaisé, a une forte odeur de défaite. Alors c'est un texte qui est magnifiquement écrit, bien sûr. Mais bon, ça, il est journaliste, il sait ce que c'est. Même dans la férocité de l'échec, et même si le texte reste étouffant de tristesse, c'est un roman que, à l'époque, je disais, que je juge en fin de compte passionnant. Je rajouterai maintenant que c'est quand même un roman qui a eu une double vie déjà. Alors il y a un troisième roman, j'hésite à le lire, un deuxième roman, pardon. J'hésite à le lire parce que si il poursuit sur les mêmes brisées que l'autre, ça va être totalement terrifiant. Et puis
On va se flinguer après, quoi. Je ne sais pas, enfin on verra. On verra. Je ne l'ai pas lu encore, donc je peux pas juger. C'est moins sombre. Et lisez ce texte aussi pour des motifs là un peu différents, c'est que pour un premier roman, alors même s'il manie la plume déjà depuis longtemps, pour un premier roman, il est quand même magnifiquement écrit. Et ça, c'est toujours une joie pour un lecteur de découvrir enfin souvent, quoi, enfin des textes qui ne sont pas des espèces de pavés gluants dans la mare dans la mare du polar. Hein. Ce qui est souvent le cas, on le voit avec la prédominance actuelle des thrillers. Ça, je dis ça parce que j'ai le micro. Hein, mais je déteste la violence, la mort, le sexe, tout ça. Donc c'est vrai qu'à lire des polars, je suis quand même assez courageux. Bon, alors donc là maintenant, je vais passer la parole à une spécialiste qui va entamer la discussion avec Benoît. Déjà, Benoît, je vais vous demander si vous avez envie de réagir à tout ce que vient de vous dire Jean-Bernard. Oui, je suis touché par ce qu'il dit, et je suis perfectionniste, voire moi-même un peu masochiste, donc j'y perçois, et avec aucune gêne, voire du plaisir, les critiques qui sont vitales, de façon générale, d'un lecteur et encore plus d'un collègue sacrément capé, sur des choses que tu mentionnais, une absence d'humour et de distance, une certaine façon d'être englué, et une façon de trop vouloir, je pense, raconter comme un journaliste finalement. Et ça, c'est sans doute le défaut principal que j'essaye de gommer un peu plus dans le deuxième, parce que moi, ça me permet de prendre plus de plaisir. Ah, moi, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Ah bon, alors pas grave, je me jette tout seul des Non, je dis que c'est bien documenté parce que effectivement, de travailler dans la restitution d'une situation, d'un pays précis, d'un petit pays précis qui est noyé dans des problématiques qui sont absolument gigantesques, c'est vrai que il faut travailler, quoi. Non, mais il y a beaucoup d'auteurs français qui écrivent des choses, il faudrait travailler un peu plus. C'est juste parce que, bon, comme j'ai la parole, je me fous de la gueule de tous les autres, quoi. C'est un peu normal. Mais non, c'est parce que le travail, mais tu travailles comme journaliste sur place, le travail de restitution d'une ambiance qui n'est pas simple, il n'y a rien de pittoresque, qui n'est pas simple à décrire, est vraiment magnifique. Bon, le deuxième est là, et j'ai essayé de garder l'aspect documenté et précis, en prenant un peu plus de liberté avec vraiment les faits les plus précis, vraiment pour ça, pour moi arriver à prendre plus de plaisir et à en donner plus, mais on reste quand même dans cette idée de transmettre quelque chose de réel, mais c'est pas beaucoup plus optimiste, mais c'est moins sombre, rassure-toi. Moins sombre. Je sais pas si je vais le dire. C'est très inquiétant quand même, surtout avec l'actualité. Non, mais comme les Russes ont attaqué cette nuit, on va le dire simplement comme un truc de documentation, pour savoir un peu ce qui se passe. Non, après-demain, c'est après-demain, excusez-moi. Ça, c'était donc ma première question, en fait. Comment est-ce qu'un journaliste proche des faits, proche du réel, et qui tous les jours raconte les faits et le réel, décide de devenir romancier? Quelles sont ses motivations? Pour les deux livres, la démarche est différente. Le second, c'est sans doute que j'y ai pris goût. Le premier, c'était vraiment quelque chose de très simple, qui était un besoin de continuer à dire quelque chose de cette situation, de cette guerre précise. J'avais encore des choses au fond de moi. Il fallait qu'elles sortent différemment. À la fois, moi, c'était mon besoin intime,
De façon moins intime, je voulais continuer à transmettre quelque chose à des lecteurs, à d'autres lecteurs, à les tenir au courant en quelque sorte. Ça peut paraître parfois naïf, c'est un peu la caricature de certains de mes collègues. Toi tu tapes sur les romanciers, moi sur les journalistes, qui en font beaucoup sur le oui je veux témoigner devant le monde, etc. Je ne le dirais pas de façon aussi grandiloquente, mais pour avoir vécu si intimement cette guerre, oui j'avais besoin de continuer à transmettre quelque chose. Et ensuite le polar c'était je sais pas, d'une certaine façon, j'étais sans doute rassuré par les cadres assez clairs, assez nets du polar, qui fixent des cadres qui permettent qui moi me paraissaient une entrée en matière plus simple. Et voilà, cette idée de polar, de meurtre, alors de façon plus simple, en sortant une énième fois de cette zone et de cette ville précise qui est le cadre du livre, cette ville d'Avdiivka. On venait de passer une semaine avec deux collègues, une semaine assez rude, à dormir dans l'abri anti-atomique de l'usine, qui est un personnage important du livre. Et sur la route, cette ambiance, alors la météo est rarement clémente, et dans cette ambiance faite vraiment, c'était une semaine dure, de bombardements, etc. On commence à s'éloigner un peu, et on voit sur le bord de la route un type passer avec une faux, et là tous on éclate d'un rire nerveux, se disant mais il manquait plus que ça, une espèce de psychopathe qui débarque dans cet enfer. Et moi, sur le ton du défi, j'ai dit à mes copains, je vais le faire, ce psychopathe qui débarque dans cet enfer. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'en approchant le réel à travers le roman, donc à travers des personnages incarnés et des histoires que vous créez vous-même, est-ce que vous pensez que vous donnez plus de chair justement à ces personnages et donc que vous en apprenez plus à vos lecteurs? Oui. J'essaie de le faire dans mon travail de journaliste, c'est-à-dire que quand on va sur un terrain, alors il faut avoir la chance et le privilège de travailler pour un média qui vous laisse faire ça, qui vous laisse le temps ou qui vous laisse la place de le faire. Mais quand j'interroge quelqu'un, j'essaie de creuser un peu pas uniquement à la surface de ce pourquoi je suis venu en quelque sorte. Je ne veux pas uniquement savoir alors qu'est-ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier ou ce qui s'est passé pour la personne il y a 20 ans. Ça m'intéresse aussi parce que ça m'intéresse, c'est une curiosité que j'ai, et parce que je pense que ça éclaire la situation d'hier ou d'aujourd'hui. Et là, donc j'essaie de le faire en général, mais le roman le permet évidemment, alors en prenant une liberté qui est celle de l'imagination, mais ça permet d'interroger de façon beaucoup plus aboutie ces traumatismes intimes, ou même ces traumatismes collectifs qui sont... dans ce cas précis vraiment bien présent dans cette région, voire qui s'accumulent, et ça permet voilà, de les faire entrer en collision, ces différentes strates de traumatisme en quelque sorte, pour creuser plus profondément le moment, l'instant et la photo qu'on a sous les yeux. D'accord. Vous avez votre sujet, donc c'est l'Ukraine clairement, et avec vos deux livres, vous avez choisi deux perspectives vraiment différentes. Une perspective avec Donbass qui parle des petits gens, du malheur des gens, de la misère, de la désindustrialisation de cette région. Et de l'autre côté, avec les loups, là vous prenez une toute autre perspective, celle des gens de pouvoir. Et des gens de pouvoir politique et économique, bien sûr. Est-ce que c'était pour vous indispensable de donner ces deux visions de la situation ukrainienne? Oui. Alors il y a deux choses. Déjà, je me sens plus spontanément à l'aise avec l'idée enfin pas avec l'idée, avec le fait de raconter les petites gens. Les gens, pas forcément qui ont des malheurs, parce que j'aime bien aussi quand même, malgré tout, montrer des choses douces, des moments de communion entre des gens ou avec la nature. Mais voilà, spontanément, c'est ce qui me vient le plus facilement. Donc il y avait une forme de défi à essayer d'aller chercher autre chose, à raconter les gens qui roulent dans des grosses voitures, mettent des costumes et du sort des petites gens. Oui, voilà. Et pour autant, alors quand même, dans Les Loups, ça me paraissait important, c'est pas de la coquetterie, mais de montrer quand même des petites gens dans une petite ville. C'est pas uniquement pour faire cohabiter ces deux mondes, mais c'est pour montrer quelque chose de précis, qui est que ces gens du sommet, on peut céder un certain glamour pour les décrire, ces oligarques, ces gens qui ont des vies réellement assez fantastiques. Il ne faut pas céder uniquement à ce glamour, mais il y a une forme de romantisme dans leur vie. C'est du coup
intéressant, rigolo à montrer, mais pourquoi montrer aussi les petites gens? Parce que les actions de ces gens en sommet ont des conséquences bien réelles sur les gens. Et là, c'est vraiment l'ambition principale que j'ai dans ce livre. Pour dire les mots plus clairement, c'est la très très grande corruption. C'est des gens qui s'en mettent plein les poches, mais c'est en bout de ligne des gens, voire des pays, puisque c'est pas uniquement l'Ukraine pour le coup, qui sont condamnés à stagner économiquement, politiquement, moralement, des gens, des citoyens qui sont en quelque sorte condamnés à perdre leur statut de citoyen. Parce que quand vous avez aucune police ou aucune justice indépendante auquel vous adressez, vous n'êtes plus un citoyen. Vous l'êtes, mais vos droits en tant que citoyen sont limités. Bien sûr. Est-ce que, pour vous, les oligarques ukrainiens ont eu le même pouvoir que les oligarques russes quant à la mainmise sur les entreprises, qui s'est faite quand même après la chute de l'URSS de façon assez sauvage, voire totalement illégale? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que finalement, entre les deux, il n'y a pas beaucoup de différence? Les deux viennent du même monde, qui est le monde soviétique. Les deux ont le même vécu et les mêmes chocs. D'abord, ils ont affronté le même choc collectif, tout comme le reste de la population, qui est la chute de l'URSS. Ils ont affronté la dureté des années 90, là où toutes ces choses illégales se font assez sauvagement. Ils en sont sortis les plus puissants, donc ça dit quand même quelque chose de leur caractère. Donc voilà, des deux côtés, Russie ou Ukraine, on a ça en commun. En termes de puissance économique, de domination, de contrôle des entreprises, ça reste très comparable. En revanche, là où ça commence à se distinguer, c'est que côté russe, il y a quelqu'un qui est passé par là et qui s'appelle Poutine. Et qui leur a tapé suffisamment sur la tête pour leur faire comprendre que soyez riches, continuez même à vous enrichir, mais en revanche, ne venez pas vous mêler de politique, mêlez-vous de politique uniquement si je vous leur donne, achetez des médias uniquement si je vous leur donne, mais pas pour défendre vos intérêts et surtout pas pour me concurrencer. Et donc ça crée une différence assez fondamentale parce que les Ukrainiens, eux, restent des acteurs indépendants et les acteurs dominants. Ils sont tout en haut de la chaîne. D'accord. Vous avez dit il n'y a pas longtemps dans une interview ou une intervention télévisée sur France 24, je crois, une phrase qui est quand même assez frappante. Vous dites, pour Poutine, l'Ukraine est une incongruité. Est-ce que vous pensez que ça explique la situation actuelle à soi seul, ou que cet élément-là est vraiment crucial dans ce qui se passe en ce moment? À soi seul, non. Parce qu'il y a d'autres facteurs, il y a de fait la réaction de ceux qui le considèrent comme ses ennemis, l'Occident, etc. C'est quand même une des données du problème, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi les facteurs internes russes, à savoir tout bon autocrate a besoin de moments de tension, de mobilisation de sa population. Aussi, il faut écouter les Russes dans ce qu'ils disent, à savoir ils posent une question qui est plus large que celle de l'Ukraine, qui est celle de l'OTAN par exemple, ou bien ils la posent parfois sous d'autres formes. Mais pourquoi est-ce que ça se concentre quand même sur l'Ukraine? C'est que oui, c'est quand même crucial. Ça n'explique pas tout, mais c'est crucial. Et là, on pourrait partir loin, mais pourquoi est-ce que c'est si crucial? Il y a, appelons ça, un facteur historico-psychologique qui est le fait que l'Ukraine, ou en tout cas cet État médiéval qui s'appelait la Rousse de Kiev, était l'ancêtre des États slaves modernes, des États slaves, enfin pas tous, pardon, mais la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie. Et donc, les Russes considèrent que finalement, ça n'est rien d'autre que chez eux. Les Ukrainiens, de façon assez sérieuse, rétorquent que c'est pas parce que Enfin bon, je ne veux pas partir trop loin dans les questions historiques, mais que ce n'est pas parce qu'il y a effectivement cet ancêtre commun que ça fait de leur nation une nation qui serait condamnée à être dominée par le voisin. Donc voilà, donc tout ça fait, ça fait qu'effectivement, pour Poutine, l'indépendance ukrainienne, la souveraineté ukrainienne, c'est une incongruité qui est... il est réaliste quand même, il a à peu près compris que l'URSS s'était écroulé, et donc cette incongruité, elle est pardonnable quand on est encore dans ce cadre. L'intrigue du roman, moi je la place il y a quelques années, une Ukraine, donc on commence à en parler, qui est totalement corrompue, sous la main d'oligarques. Ça c'est pardonnable dans le sens où c'est un pays qui vit selon des règles que Poutine non seulement comprend, mais sur lesquelles Poutine a une marge de manœuvre immense. Des oligarques, ça s'achète, ça se fait chanter, ça se menace. En revanche, une Ukraine qui voudrait changer de modèle de développement, ce qu'elle commence à faire assez timidement,
non seulement c'est menaçant en tant que tel, puisque si ce peuple n'est rien d'autre qu'une sous-émanation du peuple russe, alors pourquoi est-ce que lui pourrait réussir? Les Russes seraient en droit de se poser cette question. Et c'est menaçant parce que enfin, voilà, je reste là pour l'instant. D'accord. Alors, vous avez choisi comme héroïne Olena Apko, qui vient d'être élue présidente d'Ukraine et qui n'est pas encore intronisée. Donc en fait, tout se passe entre le moment où elle a été élue et le moment où elle va être intronisée 30 jours plus tard. Cette femme, Olena Apko, elle n'est pas sortie de rien parce qu'elle fait penser un petit peu, je regarde mes notes parce que je l'aurais pas mal prononcé, voilà, Yulia Tymoshenko, qu'on appelait la princesse du gaz, et qui a, elle aussi, eu bien des démêlés avec le pouvoir. Est-ce que c'est une inspiration très proche, ou bien est-ce que ce sont différents personnages politiques qui vous ont inspiré pour cette personne-là? Ça m'a inspiré, elle m'a inspiré, Yulia Tymoshenko, c'est la dame, alors c'est un peu réducteur, mais connue pour ses tresses qui sont un peu sa marque de fabrique marketing politique. Et oui, elle m'inspire, son modèle m'a inspiré, mais pas jusqu'au bout, pas toujours parce que je voulais pas coller, le but n'était pas de coller, de raconter, de faire une biographie. Et tout comme ses autres collègues, ce que j'appelle les loups, ses collègues oligarques qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, tous sont un peu des archétypes de différents types d'oligarques qui existent. Ceux qui restent au hasard, ceux qui restent des types violents et fiers de leur passé, ou au contraire ceux qui se présentent sous un jour très policé et qui rêvent de ressembler à un bon businessman suisse. C'est des archétypes. Et elle a quand même une différence fondamentale avec cette Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko, c'est une femme qui a une passion, c'est le pouvoir, et qui est une politique dans l'âme depuis toujours. Mon personnage, disons qu'elle arrive à cette quête du pouvoir via l'argent. C'est une femme d'affaires avant tout. Et c'est une femme d'affaires qui comprend qui au bout d'un moment comprend que le pouvoir suprême, ça n'est pas que l'argent et qu'il faut le pouvoir politique pour être réellement la plus puissante de tous les loups. Alors là, on assiste effectivement à une véritable, je dirais pas une curée, mais presque, en tant que femme. Elle est extrêmement maltraitée par ses pairs, et on s'aperçoit que la place de la femme au pouvoir en Ukraine et ailleurs, ça n'est pas gagné. Est-ce que c'était un aspect important? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'était quelque chose que vous vouliez dire, ça. Cette place des femmes, ce mépris pour les femmes, et ce fait de considérer les femmes comme des objets de désir, mais sûrement pas des sujets de pouvoir. Et ceci dit, ils n'auraient pas été plus tendres avec un collègue masculin. C'est des gens qui ne se font pas de cadeaux entre eux, peut-être même qui prennent plus de plaisir à déchiqueter le collègue masculin, puisque c'est plus valorisant de s'en prendre et de vaincre quelqu'un qui est considéré comme plus puissant, supérieur, parce que homme. Mais ça n'empêche pas que oui, une femme présidente, c'est un peu une incongruité, même si cette Madame Tymoshenko n'en a pas été si loin. Et moi, ça m'amuse, alors amuser c'est peut-être pas le mot, mais si, il y a une forme de jeu là-dedans qui était ces gens qui ont réussi à atteindre ces positions-là, ces puissances-là, ce sont des gens d'une dureté extrême, parce que dans un monde qui était déjà dur, une époque dure et une société dure, parfois violente, arriver à être le premier, ça demande une certaine force de caractère, et arriver à être le premier ou la première en étant une femme, ça en demande encore plus. Donc je voulais effectivement jouer et puis évoquer cette question-là d'une femme qui réussit dans un monde machiste, bien sûr. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup marqué, moi aussi. Alors, et un mot pour continuer, je me permets Catherine, pardon, parce que vous finissiez en disant objet de désir. Pour moi, c'est pas ce qui... Ça intervient à la marge, c'est-à-dire dans 2-3 moments, soit les gens autour d'elle, soit elle-même se rappellent qu'elle est une femme et qu'elle peut être un objet de désir, et parfois ça lui plaît parce que c'est un être humain, et parfois elle perçoit ça comme un handicap. Ça me plaisait aussi de jouer avec ça, de jouer avec elle-même pour s'imposer, est un peu obligée d'oublier elle-même qu'elle est une femme pour n'être plus qu'un espèce de reflet du pouvoir. Mais malgré tout, elle ne peut pas et elle ne veut pas l'oublier jusqu'au bout. Oui, elle a d'ailleurs une vie
on va dire, sentimentale, extrêmement, on va dire, pauvre, et qui va extrêmement expéditive aussi. Et quand vous parlez de son enfance, là, on revient à Donbass, on revient à la pauvreté, on revient à la maltraitance, et on comprend pourquoi cette femme a réussi et pourquoi elle a voulu réussir. C'était une façon de faire le pont entre les deux livres, ça? Non, quand même pas, mais c'est sans doute ce qu'il y a de... Non, je voulais pas spécialement faire le pont, mais en revanche, il y a quelque chose qui, malgré moi, fait le pont, c'est la chute de l'URSS, qui est quand même, dans tous les cas, le traumatisme fondateur commun. Alors, elle a son histoire personnelle avec ses propres traumatismes, mais à chaque fois, ça se surajoute à ce grand traumatisme, qui n'est pas, le choc unique, hein, c'est des pays qui ensuite ont connu d'autres chocs, ou au contraire d'autres événements heureux, ou d'autres perspectives de développement, mais c'est quand même un moment de basculement, qui, voilà. Ouais. D'accord, d'accord. Au vu de l'actualité, j'imagine que votre hâte de retourner à Moscou est grande, et à la fois que vous redoutez un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent, puisque il semblerait que les hostilités commencent à se préciser sérieusement. Il y a un traducteur qui s'appelle André Markovitz, Ouais. vous connaissez peut-être, Ouais. posait la question il n'y a pas longtemps, et disait un peu naïvement mais avec provocation, je ne comprends rien à ce qui se passe en Ukraine. Et il émettait deux hypothèses, à savoir soit que cette épouvantable crise résultait d'une espèce de décadence programmée d'un État totalitaire, soit que Poutine avait réellement décidé de reconstituer une sorte d'URSS. Est-ce qu'entre les deux, vous avez une préférence? Ou est-ce que c'est un petit peu, Alors, moi, je qualifierais schématique? Non, j'ai du mal à le dire surtout. Mais alors, en tout cas, je qualifierais pas la Russie d'État totalitaire. Dictatorial, c'est déjà pas mal, et pour le coup, là, je trouve ça assez bizarre d'avoir... Enfin, chacun peut avoir son opinion, mais moi, ça me paraît assez consensuel. Non, bah, genre, je préférerais rester ici tranquillement, moi, que retourner dans ce bazar, mais... je commence par le début de ce que vous disiez. Tout le monde a été un peu, évidemment, regarde avec nervosité tout ce qui se passe, tout ce qui vient de l'Est, là, en ce moment. Il y a encore quelques jours, le risque, c'était celui d'une espèce de méga confrontation. Ce risque-là a l'air de se calmer, et parallèlement, on retrouve un terrain connu, je sais pas, mais celui du Donbass, où depuis 2 jours, c'est vraiment là que ça se concentre, et une guerre totale peut-être pas, mais on retrouve des niveaux de violence qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Pas par hasard, ça fait évidemment partie de cette grande confrontation. Donc tout ça pour dire que tout ça va sans doute durer longtemps, il faut être prudent avec les pronostics, mais avec des phases très chaudes qui se passeront sur un théâtre, en l'occurrence le Donbass, et peut-être 2 semaines après sur un autre théâtre purement diplomatique. Tout ça risque de... Donc voilà, je suis pressé de retourner travailler, mais il ne faut pas être complètement fébrile non plus. Enfin, je vais essayer. D'accord. Est-ce que vous pensez que le Donbass peut connaître le sort de la Crimée, à savoir une réannexion? Non. Non. Parce que, j'allais dire, personne n'en a envie. Les Russes n'en ont pas envie et pas intérêt. C'est beaucoup plus utile pour eux de garder ce territoire comme un levier qu'on peut activer à loisir. Ensuite, il n'y a pas la même valeur affective au Donbass que pour ce qui est de la Crimée, loin de là. Et ensuite, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est que le Donbass maintenant? Alors, je vais le dire schématiquement, mais 3 millions de retraités et des usines détruites. Ça fait pas rêver. C'est sûr. Bien, bah écoutez, on va peut-être laisser la parole au public qui a peut-être envie de poser des questions. Qui se lance en premier? Les jurés? Allez, soyez pas timides. Oui, en tant que juré, je vais essayer de ne pas être timide. Vous avez publié donc 2 romans assez rapidement, en fait, on a l'impression que ça coule de l'un à l'autre.
Est-ce que cet écoulement va se poursuivre? Est-ce qu'il y en a un troisième qui se prépare? Oui, j'y ai vraiment pris goût. C'est pas facile, ça coule pas si facilement du tout. Ça demande du temps, ce qui n'est pas facile à trouver. Mais oui, j'en ai écrit un troisième je quitte l'Ukraine parce que quand même ça commence à bien faire. Mais je suis quand même pas si téméraire. Je me sépare pas de cette grande région et je fais un roman pour le coup qui, je sais pas, je le repère mal dans les catégories, mais qui est pas noir. Ce sera une espèce de balade beaucoup plus calme à travers un territoire particulier qui est Kaliningrad. Et à un moment encore plus particulier qui est août 91, le moment où tout s'écroule, justement ce moment de basculement, celui où tout s'écroule. Et c'est pas du tout un livre d'histoire, c'est au contraire une balade d'un jeune type que toutes ces histoires politiques n'intéressent pas, et qui se balade dans cette Kaliningrad, c'est ce bout de Russie exilé du reste du territoire le long de la Baltique. Très très vite. Antoine? Non? Oui. Bonsoir, vous parliez tout à l'heure de naissance, de fierté au moment de la naissance du livre, et vous avez situé cette naissance au moment de sa parution. Combien de temps a duré la conception? Je n'ose pas continuer la métaphore, mais il y a eu la gestation assez longue, qui était tout le moment où j'arpentais ce terrain, et où je pensais absolument pas à faire un livre, pas du tout, et voilà, mais où quand même les choses s'emmagasinaient au point de ensuite un peu déborder. Et sinon vraiment la conception du livre, j'essaie de me rappeler, 1 an et demi à peu près, ouais. Après avec il y a des rythmes, des moments plus durs que d'autres, enfin plus longs, plus intenses que d'autres. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, si, moi j'en ai une, en fait. Pas sur Donbass, sur les loups. Pourquoi la chienne? Moi je trouve que c'est une louve, c'est pas une chienne. Il y a plusieurs, c'est le surnom de cette héroïne. Mais pour quelle raison? Il y a plusieurs explications qui sont données un peu selon les points de vue, selon les types de personnages. Il y a la plus évidente, la plus choquante, on va dire, qui est quand ses petits camarades hommes parlent d'elle, une chienne, parce qu'il y a ce côté péjoratif, notamment parce que femme, ce côté sexuel parce qu'elle est jolie, ou en tout cas fut jolie. Ils lui reconnaissent quand même un peu de férocité, donc ils lui reconnaissent quand même ça. De son point de vue, elle, c'est ça uniquement qui surnage, c'est sa férocité, le fait qu'elle ne lâche jamais, si elle attrape à la gorge, elle ne lâche pas. Et puis, si je me souviens bien, il y a un des personnages qui est son porte-flingue, avec qui j'essaie de mettre un peu de tendresse dans leur rapport, et lui voit ça comme un élément de sa fidélité. Oui, les grandes mains. Oui, c'est bien une grande main. Pour lui, chienne, ça évoque la fidélité. Donc on peut à chaque fois voir... c'est un personnage qui a des choses très j'espère, attachant, touchant, sympathique, tout simplement. Et puis d'autres choses, pour l'essentiel, elle n'est quand même pas très sympa. Non, pas très sympa. Mais bon, entre femmes. C'est une question pour le journaliste et pas pour le romancier. Actuellement sur Arte, il passe Serviteur du peuple, une série qui a été tournée en 2015 par un réalisateur et incarné par un comédien qui est prof d'histoire et qui, à la suite d'une quasi-blague de ses lycéens, se retrouve président de l'Ukraine. Et cet homme qui incarnait le président de l'Ukraine dans la série est président de l'Ukraine. Et je voulais avoir votre point de vue sur ce personnage. Je savais pas qu'il le passait à la télé française, c'est marrant. J'ai regardé quand je couvrais la campagne de cet homme-là, donc le comédien qui est ensuite devenu réellement président, ça faisait partie de mon boulot de regarder un peu. J'ai regardé la première saison, et ça m'avait plutôt terrifié. D'abord parce que c'est plutôt rigolo, hein, ça se regarde agréablement, ça montre des choses assez réelles, ça parle de ces choses-là aussi, des oligarques, etc. Mais quand je dis terrifié, parce que son personnage, en réalité, est d'un populisme sans fond,
Il est capable d'aller devant le Parlement et d'invectiver les députés en disant ce bâtiment devrait appartenir au peuple. Dorénavant, on y logera des orphelins et vous irez siéger quelque part en banlieue. C'est un peu cheap quand même. Pardon, j'avance progressivement, mais pourquoi terrifiant? Parce que le problème, c'est que le candidat Zelensky, toujours comédien mais qui est déjà candidat, on sentait qu'il percevait son futur rôle politique, dans la vraie vie cette fois, un peu de la même manière. Il se révèle pas mauvais du tout, c'est peut-être moi qui me trompais, sur le coup c'est l'impression que ça me faisait. Alors je pourrais pas faire le bilan de son action, voilà, mais d'ailleurs moi je suis assez pessimiste sur ce grand problème qui est celui de la très très grande corruption ukrainienne, qui est vraiment quelque chose, c'est pas une question de bakshish ou d'appel d'offres truqué, c'est vraiment un mode de fonctionnement de l'État dans son ensemble, de toutes les institutions. Je pense que quand bien même un président ou une présidente arriverait avec une volonté de faire, la mission est à peu près de l'ordre de l'impossible. Que c'est... Alors je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais pour prendre un exemple tout simple, un des enjeux gigantesques si vous voulez arriver à faire quelque chose, c'est d'arriver à ce que les juges, par exemple, pas seulement eux, mais les juges travaillent de façon indépendante. Parce qu'ils punissent les méchants, tout simplement, pour que les autres méchants comprennent ce que c'est, pour que les entreprises puissent fonctionner, que votre rival en business puisse pas venir chez vous pour vous voler votre entreprise, que vous puissiez vous adresser à un juge. Voilà, il faut des juges indépendants. Or, un juge en Ukraine, ça gagne 500 $. Donc tant que vous n'avez pas l'argent pour le payer plus, il n'y a aucune raison qu'il puisse se mettre à travailler honnêtement. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser, donc une question pour le journaliste et une question pour l'écrivain. Je vais reprendre Donbass. Donc, est-ce que les personnages que vous citez, tous les personnages secondaires, vous avez été influencés par des personnages réels, en fait? Quand je pense aux dealers, que je pense aux petites vieilles, est-ce que vous êtes inspiré sur place de personnes réelles? Ou est-ce des personnages de fiction pure? Non, ils sont très très inspirés, plus encore que dans celui d'après. Aucun n'est une copie complète d'un vrai personnage. C'est tous soit des grands archétypes, notamment par exemple toutes ces vieilles femmes qui sont des personnages que j'aime beaucoup. C'est pas une personne en particulier, c'est vraiment des personnages répétitifs, ça paraît vulgaire dit comme ça, des gens que j'ai croisés jour après jour et que je voulais faire rentrer sous 2 ou 3 personnages. C'est à peu près pareil. C'est souvent aussi des fusions, c'est-à-dire un personnage incarne plusieurs gens que j'ai réellement connus. C'est parfois... Mais je vous dis, c'est vraiment, j'ai voulu trop coller à la réalité. Chacune des... Donbass, c'est de la folie en termes de respect de la rigueur. Chaque anecdote est réelle. Je cite un personnage, le directeur de l'usine, a lui aussi son petit traumatisme. Sa femme s'est fait tuer au tout début de la guerre en 2014 parce qu'il conduisait avec elle, lui conduisait avec sa femme à côté derrière un convoi militaire moyennement identifié. Bon, c'est des séparatistes. Les types sont des tordus, ils tirent un peu au hasard et la femme meurt. Le chef de la colonne est très embêté, s'excuse, amène tout le monde à l'hôpital en 3e vitesse, menace le médecin pour qu'il travaille mieux parce qu'il pense que c'est comme ça que ça marche. La femme meurt quand même. J'aurais été incapable de l'inventer, c'est pas un directeur d'usine, c'est un directeur de mine à qui c'est arrivé, que je connais, j'ai un peu lâché les liens, mais c'est une des seules personnes avec qui je garde des contacts. Donc oui, c'est pas des personnages, mais c'est pas que, mais beaucoup des situations réelles. Et la question pour le journaliste, alors moi aussi je suis nul en politique au niveau de ce qui se passe en Ukraine. D'après vous, s'il y aurait un référendum du peuple ukrainien, est-ce que les Ukrainiens voudraient rester ukrainiens ou être attachés à la Russie de Poutine? Ah non, il n'y a aucun doute. La question, elle pourrait... dans le Donbass, il y aurait dans le Donbass, le Donbass, c'est tout petit dans l'Ukraine. Dans le Donbass, les gens voteraient probablement pour être attachés à la Russie. Le divorce avec Kiev est vraiment profond, leur armée leur a tiré dessus, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'ils reviendraient. Les Ukrainiens, la question, elle est même plus du tout là. Les Ukrainiens, ils sont... c'est même le grand échec de Poutine. Il y a quelques trucs dans ce dossier qu'il a réussi, mais son grand échec,
cette nation patchwork avec une identité pas évidente, elle sait trouver son identité de manière très très nette depuis que Poutine lui tape dessus. Et donc les Ukrainiens savent très bien qui ils sont, et c'est pas une question de même est-ce qu'ils voudraient rester Ukrainiens, pour prendre un dossier qui est encore plus brûlant et encore plus éloigné de la Russie, on va dire. Avant 2014, les gens qui voulaient rejoindre l'OTAN étaient minoritaires, aujourd'hui ils sont très majoritaires. Merci. Et si on parle de référendum tout bête, en 91, il y a un référendum pour savoir si les Ukrainiens, si les gens valident l'indépendance de l'Ukraine. Le oui l'emporte extrêmement largement, et en fait même en Crimée par exemple, ce qui est assez contre-intuitif, ce qui n'empêche pas que moi je pense, pour connaître la Crimée pas mal, qu'aujourd'hui les gens ont totalement fait leur choix, c'est la Russie, hein, il y a zéro doute, mais même à l'époque, en 91, ils votent à plus de 50% pour l'Ukraine. Donc tout ça est toujours très nuancé, et souvent plus qu'on le dit, c'est-à-dire que moi j'essaie de vous donner les deux vérités, c'est un bien grand mot, mais oui, aujourd'hui les gens en Crimée se sentent russes très majoritairement, et pour autant, alors des gens qui vont vous expliquer la Crimée a toujours été russe, ses habitants ont toujours vécu comme une injustice atroce d'être en Ukraine, non, c'est trop simple dit comme ça. Vous êtes sage. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là, à ce moment-là. Je remercie beaucoup. Ah, t'as une question. Si ton personnage principal votait dans 2 mois en France, il voterait quoi? Ouais, la chienne. Elle est quand même vraiment très loin de tout ça. Je peux être très vulgaire ou pas? Absolument. Elle se dirait, mais quelle petite bande d'invertis sans je sais pas quoi, et elle se dirait, il n'y a que moi qui ferai le taf dans ce pays qui va. Ah ouais, mais dans les candidats français, il y a des gens qui font ça. Oui, oui. Bon, ben, elle voterait pro-business, pour le dire simplement, elle voterait Macron, Pécresse, des choses assez raisonnables. Raisonnable. Très bien, ta dernière question. Eh bien, je vous remercie tous. T'en as encore une? En gastronomie, parce que tout le monde parle gastronomie, ça remplace l'idéologie générale. Qu'est-ce qui est bon dans ton Donbass? Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire? Ouais, il y a... Attention. Non, ce serait trop... J'ai pas de réponse simple, malheureusement ou heureusement, parce qu'autant donner la réponse compliquée. Ce qui est bon, c'est pas que spécifique au Donbass, mais ce qui est bon, c'est appelons ça un banquet, c'est-à-dire quand on est sur une table remplie énormément, qu'il n'y a pas de règles ennuyeuses telles qu'il faut attendre un tel, ou bien remplir l'assiette, ou bien mettre le gratin à gauche et la salade à droite. C'est très libre. Alors on boit évidemment, mais on a le droit de boire et personne ne vous embêtera. Et il y a des plats à plus savoir qu'en faire, et c'est chaleureux et c'est joyeux. Merci. Alors, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Je remercie beaucoup Benoît d'être venu de là-bas jusqu'ici. Je remercie Jean-Bernard, président du jury, d'avoir porté le lauréat 2021 ce soir. Je remercie Catherine qui a modéré cette rencontre. Je remercie Bruno qui nous fait le bonheur d'être là ce soir avec les livres. Donc les livres de Benoît et le dernier sorti de Jean-Bernard Pouy sont en vente auprès de Bruno. Et Jean-Bernard et Benoît vont les dédicacer. Donc il faut passer voir Bruno et ensuite vous pouvez vous faire dédicacer les ouvrages par les deux auteurs qui seront très contents de le faire. Oui, avant tu vas te fumer une cigarette. Et dernière chose que je voulais vous dire, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez renouveler votre adhésion 2021-2022. Danielle est là et elle se précipite. Voilà, elle est là.
Et je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Le festival aura lieu les 4, 5 et 6 juin de 2022. Donc nous nous retrouverons à la Pentecôte. Et ça nous fera beaucoup de bien.